Bonsoir tout le monde, 2 juillet 2024, que tu sois de Vegas, d'Ottawa ou de Saint-Thomas-du-Dim, je te salue et je te remercie encore une fois d'être avec moi ce soir. Petit inconvénient, ce soir Alexandre Brabant ne sera pas avec moi. Un petit empêchement de dernière minute l'empêche d'être loin des caméras ce soir. Donc, l'épisode 22 du Street Scout Podcast sera fait en solo par moi-même. Donc, si vous êtes un fan d'Alexandre, partez. Si vous êtes un fan de moi, bien restez, s'il vous plaît. C'est important pour moi de faire un épisode ce soir parce que, au courant de la dernière fin de semaine, il y a eu le fameux repêchage 2024 de la Ligue nationale de hockey. C'est parti tout bas, tout côté. On s'est fait un live là, lors de la première ronde. Vous pouvez aller voir ça sur Spotify. C'était un petit peu... C'était la fête. C'était la fête là, dans mon sous-sol. L'alcool coulait à flot. On a eu beaucoup de plaisir lors de cette première ronde-là. Et le lendemain, j'ai eu le grand plaisir de regarder les rondes 2 à 7 du repêchage. Bref, là, ça fut une fin de semaine très, très, très spéciale et très excitante pour moi. On avait fait avant le repêchage, on avait dit que pour ma part, pendant le repêchage, j'allais faire le draft du Canadien de Montréal, live là, en même temps que celui de Ken News. Brabant a fait la même pratique avec le repêchage des Bruins de Boston. Donc, pendant le show ce soir, je vais comparer mon repêchage que j'ai fait du Canadien avec celui de Ken News. Puis je veux que Brabant fasse la même chose avec les Browns, mais il pourra le faire lors d'un prochain épisode très prochainement. Là. Même pendant l'été, là, on veut vous donner un show par semaine également. C'est important pour nous parce que même si c'est pendant l'été, même s'il n'y a pas beaucoup de hockey, mais le scouting de l'année 2025 est déjà commencé. Là, les visionnements, on a déjà commencé à faire des visionnements pour les espoirs du prochain repêchage en 2025. Bon, on a eu plusieurs espoirs qu'on a déjà scoutés lors du dernier U18, mais c'est parti. Là, on a déjà une liste de 120 espoirs qui sont potentiellement admissibles, qui sont admissibles au repêchage 2025, mais qui sont potentiellement intéressants. Donc, on va vous en parler là, dans les prochaines semaines, mois et dans la prochaine année. Donc, avant de parler de mon repêchage et de mon repêchage versus celui du Canadien, mais je voulais qu'on regarde ensemble quelles sont les surprises, slash mes déceptions du dernier repêchage, pas nécessairement pour le Canadien, mais bien dans l'ensemble de l'œuvre. Il y a des choses qui m'ont surpris, il y a des choses qui m'ont déçu. Donc voilà, je me suis sorti 9 points là, qui m'ont sauté aux yeux, disons-le comme ça plutôt, lors du dernier repêchage de la Ligue nationale. Avant de commencer, forcé d'admettre que faire le repêchage dans la sphère de Vegas fut une expérience réussite. Là. On a vu Céline Dion annoncer la sélection d'Ivan Demidov pour le Canadien. On a vu Michael Buffer annoncer la sélection des Flyers de Philadelphie au choix numéro 13, celle de Jet Lushenko. Bref, c'était vraiment une soirée. Ça a été, moi, j'écoute le repêchage, j'ai écouté depuis, je pense que mon premier repêchage que j'ai écouté, c'est en 2005, lorsque le Canadien avait repêché Carey Price. Puis bon, en 2005, je n'écoutais pas beaucoup de hockey. J'avais 14 ans. Les Canadiens ont sélectionné Carey Price au 5e rang. J'étais en furie. Je voulais Gilbert Brûlé ou, je demeure au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'étais bien près des Saguenay-de-Chicoutimi dans ce temps-là. Je voulais Marek Zagrapan. Je voulais rien savoir de Carey Price. Je voulais rien savoir d'Andy Kopitar. Je voulais Gilbert Brûlé. Donc, voilà, c'est lui, Street Scout. T'sais. Non, mais c'est ça, j'étais jeune, je faisais pas de visionnement. Gilbert Brûlé, il était au début de l'année, je me rappelle, il était dans les conversations avec Sidney Crosby. Bon, Sidney Crosby a toujours été numéro 1, mais Gilbert Brûlé, pendant une bonne partie de l'année, était numéro 2 de mémoire. Je trouvais son potentiel offensif très élevé. Puis Marek Zagrapan, c'était un gros attaquant des Saguenay-de-Chicoutimi que j'allais voir au Centre Georges Vezina. Donc, voilà. Mais plusieurs années plus tard, j'ai écouté tous les repêchages religieusement depuis 2005.
et celui de 2024 a été grandement excitant. Par les sélections de Ken Hughes et par juste l'ensemble de l'œuvre, de voir un Cole Iserman sortir 20e, un Trevor Connolly sortir 19e. Ouais. Ça a vraiment été une belle soirée. Donc, je vous ai sorti 9 points là, qui ont retenu mon attention lors du dernier repêchage qui a eu lieu vendredi dernier de mémoire. Mais le premier point, c'est très simple. Hein? Ça s'est déroulé très tôt dans le repêchage. Bon, sans surprise, Mike Greer est monté sur le stage avec son équipe des Sharks de San Jose. Jumbo Joe a annoncé que l'espoir de BU, Macklin Celebrini, était le premier choix de cet encan 2024 de la NHL. Bon, déjà les conversations. Macklin Celebrini, Connor Bedard, Macklin Celebrini, Connor Bedard. C'est deux styles de joueurs qui sont très différents. Mais je l'ai dit sur un dernier show, je suis encore du côté de Connor Bedard. Là. Je pense que Connor Bedard a plus de la graine de joueur générationnel que Macklin Celebrini. Force d'admettre que Celebrini est un excellent joueur qui excelle là, autant défensivement qu'offensivement. Un lancer du poignet phénoménal. Mais bon, c'est pas Celebrini qui a retenu mon attention. Mais au choix numéro 2, sans trop de surprise, Artyom Leshunov, défenseur biélorusse, a été la sélection des Blackhawks de Chicago. Mais ma première surprise est survenue au choix numéro 3. Puis c'est ma première surprise, mais ça a été la surprise de toute la planète hockey quand que l'organisation des Ducks d'Anaheim a annoncé la sélection de Beckett Seneca des Generals d'Oshawa en Ontario. Pas que Beckett Seneca, c'est un mauvais joueur, loin de là, mais qui aurait pu prédire qu'il aurait passé en avant des Ivan Demidov, des TJ Ginla, des Caden Lidstrom et plusieurs autres. Là. Moi, personnellement, j'avais Seneca 11e sur ma liste et j'en suis très, très, très à l'aise. Mais voilà. Seneca, c'est un joueur qui a eu une énorme progression lors de la dernière année, a closé ça avec de puissantes séries éliminatoires. C'est un style de joueur qui fit bien là, avec ce que M. Verbeek veut construire chez les Ducks. Donc, je ne critique pas nécessairement la sélection parce que, bon, les Ducks choisissaient 3e, choisissaient 23e de mémoire. Si tu voulais vraiment Seneca, mais tu devais le prendre 3e. Bon, est-ce qu'il y a eu des négociations pour reculer son choix? Écoutez, il y a probablement que Verbeek avait des informations que personne n'avait, probablement qu'il y a des équipes qui étaient près des Ducks suivant leur sélection, qui étaient intéressées à ce joueur-là. On avait même lu des articles comme quoi que le Canadien était peut-être intéressé au choix numéro 5. Donc, personnellement, je suis content que Seneca ait sorti au 3e rang, mais c'est une surprise pour moi. Là. L'avenir nous dira si Pat Verbeek a pris la bonne ou la mauvaise décision. Mais tu sais, il y avait encore des Caden Lidstrom, Ivan Demidov, TJ Ginla et plusieurs autres. Il y avait même Cole Iserman qui est sorti 20e, mais ça, on s'en parle plus tard. Donc, première grosse surprise de la soirée, c'est arrivé très tôt. Beckett Seneca, numéro 3 en AM. Ça mettait vraiment là, la table sur ce repêchage 2024 qui a été extrêmement excitant. Ma deuxième surprise de cet encan 2024-là, c'en est une grosse, une énorme. J'ai tombé sur le cul quand que je voyais les rondes passer. La première ronde, on est rendu au round numéro 15, 25, 30. Oh, on s'en va en deuxième ronde. Je n'ai pas entendu son nom encore. En troisième ronde, tabarouette, encore, son nom n'est pas encore sorti. Aaron Kiviariou qui sort au 122e rang. Sélection du Wild du Minnesota en 4e ronde. La lointaine 4e ronde. Aaron Kiviariou était toujours disponible. Le Wild a sauté sur l'occasion afin de le sélectionner. Je ne sais pas si les équipes avaient des rapports médicaux négatifs concernant le petit défenseur finlandais. C'est un défenseur qui est petit, c'est un défenseur qui est fragile. Mais comme je l'ai dit sur un vieux show, il y a 2 ans, Aaron Kiviariou était vu comme le premier choix de cet encan 2024-là. C'est sûr que c'est il y a 750-ish jours.
mais ça reste quand même que c'est un espoir de qualité. Personnellement, je l'avais au 30e rang sur ma liste. Je n'ai pas ma liste devant moi, mais oui, de mémoire, 30e rang. Je l'avais en fin de première ronde. Oui, ses blessures me faisaient douter énormément. Oui, sa progression un petit peu stagnante là, dans les dernières années me questionnait beaucoup, mais c'est un défenseur qui a un talent offensif exceptionnel. C'est un défenseur qui a une vision du jeu exceptionnelle. C'est certain que les petits défenseurs en bas de 6 pieds, aujourd'hui, dans les nationales, sont vraiment pas populaires. On va s'en parler tantôt de d'autres arrières, là, des petits arrières que je pensais qu'elle allait être sélectionnés, qui ne le sont pas été. Mais j'aurais pensé quand même qu'une équipe qui détenait 2 choix de première ronde pouvait potentiellement prendre une chance sur Aaron Kiviariou avec leur deuxième sélection de première ronde. Je pouvais... tu m'aurais fait sortir Aaron Kiviariou dans un top 45, j'aurais pas tombé à bas de ma chaise. J'ai refresh. Quand on était rendu en quatrième ronde, là, j'ai refresh ma page une couple de fois pour voir est-ce que je me suis trompé, est-ce que Kiviariou est sorti en deuxième ronde, en troisième ronde, puis je ne l'ai pas vu. Eh bien non, c'est au 122e rang que Bill Guérin a annoncé le nom du petit défenseur finlandais. Soit que Kiviariou va avoir un rôle de premier plan dans la Ligue nationale ou soit qu'on ne le verra jamais. C'est souvent le cas avec les petits défenseurs. C'est pour ça que leur sélection devient de plus en plus tardive. Kiviariou, après ça, il est sorti dans les médias comme quoi que le Wild avait réussi le vol du repêchage. J'aime cette confiance-là envers ce joueur-là. J'ai encore confiance en lui. 122e rang. Écoute, ça ne peut pas être un mauvais choix parce qu'en quatrième ronde, si ton joueur que tu sélectionnes ne joue pas dans les nationales, mais ce n'est pas un mauvais choix parce que les odds disent qu'un choix de quatrième ronde ne fera pas beaucoup d'argent en jouant au hockey, malheureusement. Mais ça peut être le vol de ce repêchage-là. Donc, je salue et je félicite l'organisation du Wild d'avoir donné la chance à Aaron Kiviariou au 122e rang. Je capote. J'aurais capoté là, si tu me l'aurais fait sortir 99e en troisième ronde. Il y a énormément de joueurs. Là. Écoutez, là, moi, les joueurs du repêchage, là, je les connais pratiquement tous, à part certains overage là, qui ont été pris tardivement dans le repêchage. Puis pour vrai, tu sais, il y a beaucoup d'espoir qui a été sélectionné avant Kiviariou qui n'ont pas une petite parcelle du talent du Finlandais. Donc, solide sélection du Wild du Minnesota pour moi. On a une question. Merci, je dis un gros merci aux gens d'être là avec moi ce soir. Très, très cool. J'espère que vous allez adorer m'entendre parler en solo. Je répète pour ceux qui viennent de se connecter, Alexandre Rabban n'est pas là. Un empêchement de dernière minute. Mais c'est important pour moi de vous montrer mon cadre de studio. Voyons, autographié. Le glove de GSP, mon cadre de Maurice Richard. Non, voilà, mais merci d'être là. Puis on a, je salue mon chum Vaudry qui salue, je ne sais pas comment dire là, mais je lui ai fortement recommandé de prendre Kit Jiggin dans son repêchage dans sa Ligue hockey simulée. Et je pense qu'il sera grandement content de la progression de cet attaquant que j'admire et que j'affectionne énormément. On a une question provenant d'un autre chum, Joe Lagaré. Pourquoi, selon toi, Demidov n'est pas sorti 3 ou 4, l'effet KHL ou autre? On avait quand même beaucoup de qualité là, dans ce repêchage-là. Là. Je ne crois pas que la sélection... Moi, je vois Demidov, il est sorti 5e. Le rang Demidov 5e, pour moi, il est correct. Il y a des gens qui disaient que Demidov était clairement le deuxième meilleur joueur de ce repêchage-là. Je respecte leur opinion. Ce n'est pas la mienne, mais je la respecte. Est-ce que Demidov était Tu sais, moi, Demidov, je le vois comme étant probablement le deuxième meilleur joueur qui va amasser le plus de points dans une saison dans ce repêchage-là. Est-ce que cet argument-là est suffisante pour moi de la sélectionner deuxième? Je pense que Lev Shunov, moi, j'affectionne beaucoup Lev Shunov également, le défenseur biélorusse qui est sorti à Chicago. C'est juste plate qu'il a l'air d'un défenseur de 32 ans avec les cheveux qu'il a, mais c'est un défenseur qui est extrêmement complet, gros gabarit, comme je les aime, avec une mobilité là, déconcertante.
Fait tout bien sur la patinoire. Là. Peut-être négligent un petit peu là, son jeu défensif en NCAA cette année à Michigan State. Mais ça, c'est des choses qu'avec l'âge, là, un défenseur, en plus, c'est tout un petit peu plus long de développement. Des choses avec l'âge qui va grandement s'améliorer. Donc, moi, le Chunov numéro 2, je suis très à l'aise. Bon, est-ce que Nemidov aurait pu sortir troisième à la place de Seneca? Ben, peut-être. Là, c'est sûr qu'on voyait Seneca sortir 11e, mais visiblement, Anaheim l'adorait beaucoup. Après ça, tu arrives 14e, tu arrives 4e avec les Blue Jackets. Lidstrom, Iginla, Demidov. Pour moi, ça, ces trois joueurs-là étaient un peu dans le même panier. Mais en fait avec Lev Chunov, un peu dans le même panier, mais Chicago voulait visiblement un défenseur. Donc, on prend Levchunov. Mettons qu'on enlève Seneca de l'équation, parce que ça a été vraiment une grosse surprise. J'ai c'est ça, Lidstrom, Iginla, Demidov sont dans le même panier pour ma part. On est allé pour l'upside offensif de Demidov, c'est correct. J'entends des gens dire que Demidov a un talent défensif incroyable. Écoutez, là, c'est pas mon opinion. Mais moi, je ne pense pas que c'est une surprise d'avoir Demidov 5e. Ça reste une belle sélection pour le Canadien, soit dit en passant. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est 5e, je suis OK. Est-ce que le facteur russe a joué? Je pense juste que c'est... Écoute, l'échantillonnage qu'on a de Demidov aussi, c'est une saison complète en MHL. Tu sais, là, on peut penser à des Silayev, même des Artamonov, des Chernyshov. C'est tous des joueurs qui ont joué dans la KHL cette année. Demidov a joué l'entièreté de sa saison dans la MHL. Il a seulement joué 4 rencontres en KHL. Très peu de minutes, 0 points, évidemment. Donc, moi, les gens sont hype sur Demidov parce qu'il s'est fait sélectionner par le Canadien. Tabarnak, c'est Céline Dion qui a chanté son nom au micro. Mais moi, Demidov 5e, là, je suis OK. Là. Je suis très, très, très OK. Je ne suis pas un fan de Lidstrom. J'aurais pris Demidov avant Lidstrom, mais c'est selon les préférences. Là. On a vu Lidstrom sur le stage. Là, ce gars-là, physiquement, il est prêt. Là. Si son dos, là, il crispe un peu, là, ça peut être une sélection très intéressante pour Columbus aussi. Ma troisième surprise de ce repêchage-là, les Maple Leafs en ont pris l'habitude de sélectionner un joueur tardivement en première ronde qui sort un peu des sentiers battus. Au 31e rang, ils ont sélectionné le défenseur Ben Danford, qui est un excellent arrière, soit dit en passant. Là, je suis surpris par son rang de sélection parce que Ben Danford, je le voyais dans ma deuxième ronde. De le voir sortir en première ronde, écoutez, j'aurais pas mis beaucoup d'argent là-dessus. Mais je trouve que c'est une bonne sélection. Pour vrai, c'est un défenseur qui, je vois le fit à Toronto. Là, Toronto, dans les dernières années, avait beaucoup de difficultés ont beaucoup de difficultés à se construire une défensive là, fiable, une défensive forte défensivement. On a eu beaucoup de défenseurs offensifs, Morgan Riley, puis on a essayé d'amener des Giordano là, pour solidifier notre défensive dans notre propre zone. Je pense que Ben Danford, là, c'est un fit qui est incroyable à Toronto. Ils l'ont fait là, l'année passée avec Easton Cowan. Hein, on se rappelle, Easton Cowan, choix de fin de première ronde. Je n'ai pas le rang là, en tête, là, mais j'ai peut-être un numéro 28, je pense. Puis Easton Cowan était vu comme un espoir de 2-3e ronde. On est audacieux à Toronto, on le sélectionne en première ronde, puis Easton Cowan a connu une super saison à London cette année. Donc, Ben Danford, là, c'est une sélection qui est surprise, mais ça reste une belle sélection pour moi. Un défenseur qui est extrêmement mobile. Pas le défenseur qui va amasser des points. Il n'y a pas un excellent lancer de la ligne bleue, mais c'est un défenseur très, très fiable, qui a une première passe très solide, un excellent coup de patin, capable d'appuyer l'attaque, mais c'est plus un joueur qui va distribuer la rondelle rapidement là, à ses top guns à l'attaque. Ouais, c'est vraiment un défenseur. Il va avoir une carrière dans la Ligue nationale. Là, je l'affectionne beaucoup, Ben Danford, mais c'est quand même surprenant de le voir sortir au 31e rang. Joe qui me pose une autre question. Quelle est ta perception du draft 2025 à un an de l'événement? Plus fort, moins fort que 2023-2024. Je vais juste... Merci, Joe, pour ta question, man. T'es un frère, mais c'est trop dur pour moi de répondre à ça. Il y a une petite règle là, que je me suis donnée là, dans mon petit scouting personnel. Je vais avoir une opinion sur un joueur lorsque je vais avoir un minimum de 8 visionnements sur le joueur. Tu sais, ça fait avec 8 visionnements, je suis capable de me faire une tête sur le potentiel, sur le jeu en ce moment, sur la projection du joueur.
Donc, est-ce que là, le 2025, oui, mon scouting est commencé. J'ai beaucoup de joueurs suédois de vue. J'ai beaucoup de joueurs américains également, quelques Canadiens, mais je ne peux pas te dire que si le 2025 est meilleur que le 2024. Là. J'ai James Haggans là, qui est clairement au premier rang pour ma part. Est-ce que Haggans est meilleur, moins bon que Celebrini? J'ai tendance à dire qu'Haggans est une petite coche en dessous de Celebrini cette année, en ce moment. Mais si on les met au même âge aussi, Haggans est une petite coche au-dessus de Celebrini. Après ça, j'ai un Porter Morton qui est deuxième, un gros attaquant canadien, qui est relativement vieux pour son année de repêchage. Là. Il était à quelques semaines. D'être admissible au repêchage 2024. Porter Morton, un gros gars. Bon, si on le compare à Lev Shunov en ce moment, c'est un peu kiff-kiff. On a Anton Frondel, on a un Michael Misa. Bref, pose-moi cette question-là dans le temps des fins de mon chum, puis je vais te répondre une réponse qui va pas mal plus te plaire. Mais en ce moment, si on regarde, mettons, les Top Guns 2024, je pense que les Top Guns 2024 sont meilleurs que les Top Guns 2025. Mais encore une fois, là, c'est pas une parole que je veux que vous tapez et que vous me remettez sur le nez là, dans quelques semaines. Il faut vraiment que j'aille plus de visionnement là, sur les joueurs. Mais merci Joe pour ta question. Quatrième surprise / déception de ce repêchage-là 2024. Je suis allé pas trop loin. Deuxième ronde, choix numéro 39. Les Sénateurs d'Ottawa ont sélectionné le gros défenseur suédois Gabriel Eliasson. Défenseur suédois, 6 pieds 6, 200 livres au-dessus, un gros gars. Moi, Eliasson était sur ma Hartford list. J'avais 7 espoirs sur ma Hartford list. La Hartford list, c'est quoi? C'est une liste de joueurs que tu ne touches pas. Peu importe le choix que tu as, que tu ne touches pas, on ne touche pas à ces joueurs-là. Gabriel Eliasson est le joueur qui est sorti le plus haut, qui se retrouvait sur ma Hartford list. Il y a une tendance là, dans la Ligue nationale. Là, on aime les gros défenseurs. Là, on capote là-dessus. Vous avez vu, la centrale de recrutement de la Ligue nationale avait répertorié Anton Silayev avant Ivan Demidov parmi les patineurs européens. C'est inconcevable là, dans ma tête, on s'entend. Là. Silayev, un excellent joueur, là, c'est pas ça que je dis, mais Ivan Demidov et 2-3 coches au-dessus. On tripe sur ces gros défenseurs-là. On tripe même ces gros attaquants. Il y a une tendance. On a tout le temps trippé ces gros joueurs, mais on dirait que c'est particulièrement vrai en ce moment. Les équipes de la Ligue nationale également repêchent plus de overage en fin de repêchage, ce qui me tente un petit peu aussi. Mais bon, ils ont leur raison. C'est des professionnels. Je respecte leur shit. Mais de voir un Gabriel Eliasson sortir en début de deuxième ronde, c'est inconcevable. Ce joueur-là, cette parole-là, vous pouvez la taper et me la remettre sur le nez, mais il n'aura pas de carrière dans la Ligue nationale de hockey. Il y a beaucoup trop. Sa mobilité, là, bon, je comprends, là, les gros défenseurs à cet âge-là, leur mobilité, c'est tout le temps une lacune, c'est tout le temps un travail à faire. Mais Eliasson, c'est une coche où c'est un défenseur qui est robuste, mais c'est un défenseur qui n'est pas assez rapide pour appliquer cette robustesse, pour appliquer ses forces. Il est 2-3 coches en retard sur le jeu. C'est un défenseur qui joue en national là, cette année là, dans la Ligue junior suédoise. C'était son niveau, j'en conviens, mais même à ce niveau-là, c'était difficile. À moins d'avoir une progression de fou, Gabriel Eliasson, pour moi, c'est une. Les Sénateurs d'Ottawa, écoute, les Sénateurs d'Ottawa, c'est déception par-dessus déception. On va chercher un Carter Yakemchuk 7e que j'aime beaucoup. Là. Carter Yakemchuk, je l'aime beaucoup. Mais est-ce que Carter Yakemchuk est le deuxième meilleur défenseur de cet encamp 2024-là? La réponse est non. La réponse est clairement non. Moi, on avait un groupe de 6 défenseurs qui étaient vraiment, vraiment solides. Puis après ça, ça tombait à Jerichek plus tard. Là, mais on avait 6 défenseurs où ce que pouvaient potentiellement sortir dans un top 10. Là, je veux pas. Il y avait Lev Shunov, on avait Yakemchuk, Silayev, Dickinson, Parek et Bouyoum. 6 défenseurs de très grande qualité, je répète. Mais Yakemchuk n'est pas deuxième sur cette liste. Je suis désolé. Mais Ottawa va le repêcher. Bon, est-ce que, avec toutes les. Je
je sais pas. Avec l'histoire de Roger McGuarty, avec Winnipeg qui ne semble pas vouloir s'aligner avec les Jets, j'ai tendance à dire mais peut-être que les sénateurs étaient froids à repêcher un défenseur américain. Parce que, tu sais, moi, je suis un Bouillum, je suis un gros fan. Mais en même temps, on n'a pas pris Parek, on n'a pas pris Dickinson. Parek, je peux comprendre, c'est quand même un défenseur risqué. Mais bon, voilà. Sénateur d'Ottawa, tout ça pour dire que le repêchage des sénateurs ne m'a pas plu. Ne m'a pas plu. Donc voilà, c'est Gabriel Yasson, 39. J'ai ri. J'étais un peu pompette pendant le repêchage, mais j'ai ri aux éclats parce que, écoutez, je savais qu'elle allait sortir. Moi, il est sur mon Harford List, je ne l'aurais pas pris. Je le savais qu'elle allait sortir. Sauf que pas en début de deuxième ronde. S'il te plaît. S'il te plaît, Steve Stills. Come on. Ma cinquième surprise de ce repêchage-là, mais puis je vous transporte dans le programme américain, de voir un Max Plante sortir assez tôt en deuxième ronde. Bon, ça, je peux comprendre, je peux vivre avec ça, c'est correct. Mais de le voir sortir avant Teddy Stiga et Brody Zimmer, qui étaient deux de ses coéquipiers avec le programme américain, c'est ça que j'ai eu beaucoup de difficultés. Moi, j'ai un Teddy Stiga, mais vous le savez, je l'aime beaucoup. Je l'avais clairement dans ma première ronde. Teddy était 16e sur ma liste, sort 55e, je pense. Voilà. Mais Teddy Stiga est de loin meilleur que Max Plante pour moi. Et Brody Zimmer, qui était le capitaine du programme américain, un joueur qui me faisait beaucoup penser à Joe Pavelski. Il est sorti en troisième ronde de mémoire. C'est ça, un vrai capitaine, un gars qui joue nord-sud, pas le plus gros, mais va dans le trafic, est très bon pour dévier des rondelles, dérange l'adversaire. Max Plante, là, je le trouve un peu fade. Là, il a des bonnes mains, c'est un bon fabricant de jeu, mais tu le regardes et tu cherches là, le wow dans son jeu. Là. Max Plante, je ne suis pas capable de vous dire, ouais, moi je suis vraiment excité par ses mains, je suis vraiment excité par sa vision du jeu. Tandis que Teddy Stiga, Brody Zimmer, c'est deux espoirs que j'affectionne beaucoup. Correct que Stiga n'ait pas sorti en première ronde, puis correct que Zimmer ait sorti en troisième ronde, c'est un peu loin. Là, je voyais Zimmer en deuxième, mais de voir Max Plante en avance sur Stiga et Zimmer, pour moi, c'est une grosse déception, puis une grosse surprise / déception pour ce repêchage-là. Sixième surprise de ce repêchage-là, mais on s'amène en début de troisième ronde. Là, les Québécois, il n'y a personne qui les aime, les Québécois. Il n'y a personne qui les aime à part une équipe, les Ducks d'Anaheim. Au choix numéro 66, Maxime Massé, qui est sorti avec les Ducks d'Anaheim. Maxime Massé, il était en première ronde sur plusieurs listes. Glisse. Je comprends. Pour ma part, je comprends qu'il ne se soit pas fait repêcher en première ronde. Mais c'est un joueur que je voyais top 40, top 45. Il est sorti en début de troisième ronde en Anaheim. Ça pourrait être une bonne sélection pour les Ducks. Maxime Massé, sa seule lacune, qui en est une grosse, par exemple, mais c'est son coup de patin. Parce que Maxime Massé, c'est un joueur hockey. C'est un joueur qui est toujours bien positionné, une belle anticipation, un bon gabarit. Physiquement, ce joueur-là, il a le physique de la Ligue nationale, il n'y a pas de problème. Très, très bon autour du filet adverse. Très, très bon pour sauter sur les rondelles libres. Aime aller aux endroits où ça fait mal. Donc, sans être mine, là, par exemple, mais il va en avant du but, peu importe c'est qui le défenseur adverse. Maxime Massé est là, puis il va bien faire son travail. Mais sa vitesse sur patin est vraiment, vraiment, vraiment déficiente. Et c'est ce qui explique sa glissade. Mais jusqu'en troisième ronde, ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment surprenant. Ça pourrait être une bonne sélection pour les Ducks d'Anaheim, mais Maxime Massé en troisième ronde, ça m'a grandement surpris. Au choix numéro 7, mais j'ai une sélection lointaine en quatrième ronde de Olli Josefsson des Rebels de Red Deer. Bon, là, c'est pas tout le monde qui connaît Olli Josefsson, mais moi, c'est un joueur que j'avais 28 sur ma liste. Je savais, par exemple, qu'il n'allait pas être sélectionné en première ronde. C'est pas un joueur qui a eu des énormes stats là, cette saison. On parle d'une production de 44 points. Là, je n'ai pas ses statistiques devant moi, mais je suis 11 buts seulement. Mais Olli Josefsson, il y a eu une énorme progression cette année. Un joueur qui a un coup de patin très puissant. C'est un joueur qui s'implique physiquement.
qui fait tout bien sur la patinoire. Là. Puis il a un gros gabarit. Il a vraiment grossi au courant de l'année. Il coche vraiment plusieurs cases là, que, pour moi qui m'amènent à le projeter relativement facilement dans la Ligue nationale. Donc, de le voir sortir en 4e ronde, ça a été pour moi une grande surprise. Et je crois qu'il a été sélectionné par le Kraken de Seattle. Là. Je ne veux pas vous dire de merde. Donc, je vais juste aller voir 2 secondes. Oli Josephson, sélection du Kraken de Seattle en 4e ronde, numéro 105. Voilà. Tantôt, je parlais de Kiviario 122 qui pourrait être un vol, mais Oli Josephson, pour ma part, pourrait être le vol de ce repêchage-là. Très bonne sélection du Kraken pour moi. Ma 8e surprise, Justin Poirier. Pas un fan des joueurs québécois, pas un fan de la LHGMQ, surtout cette année, là, les espoirs là, qui sortaient de la LHGMQ, c'était beige, là. Calisse que c'était beige. Ouh! T'écoutais là, un espoir de la LHGMQ, là, genre t'écoutais des chiffres by chiffres de Maxime Massé, là, de Justin Poirier, de Raoul Boilard. Là. Puis après ça, tu allais te taper un Sam O'Reilly en Ontario. Là. Puis, whatever, man. C'était. Voilà. La GMQ, c'était vraiment faible cette année, comme l'année passée. Mais quand même, Justin Poirier, un marqueur de but phénoménal. Bon, petit gabarit, là, c'est ce qui explique. Petit gabarit et coup de patin déficient, là, c'est ce qui explique sa sélection en 5e ronde par les Hurricanes de la Caroline. Moi, j'aurais vu un Justin Poirier. J'aurais pris une chance avec Justin Poirier en début de 3e ronde. Bon, est-ce que son coup de patin et son gabarit, la projection est vraiment tough à faire, sauf que peux-tu vraiment fermer les yeux pendant 4 rondes sur un marqueur de but exceptionnel comme Justin Poirier? En tout cas, c'est bravo aux Hurricanes. Justin Poirier, là, l'année passée, là, c'est 51 buts en 68 matchs. Il a rajouté 18 buts en 17 matchs en séries éliminatoires. Tu sais, je comprends. Moi, je ne le prends pas en première ronde parce qu'il y a beaucoup de points d'interrogation autour de ce joueur-là. Je ne le prends pas en deuxième aussi. En deuxième ronde, là, on l'a vu, là, dans le top 45, top 50, c'était encore du bon stock. C'était encore du bon stock bien fiable qui sortait. Moi, en 3e ronde, je saute sur Justin Poirier. Vous allez voir tantôt, je l'ai sélectionné dans mon repêchage du Canadien. Je vous dirai à quel rang. Mais voilà. Donc là, je voyais les rondes arriver, les choix glissés, puis Justin Poirier qui ne sortait pas. Après ça, bon, Martin Lapointe qui va dire aux caméras, ouais, un moment donné, on voulait un joueur québécois, mais on se l'est fait voler avant. Tu sais, volons chier, Martin Lapointe, volons chier. Mais voilà. Justin Poirier en 5e ronde, c'est une grosse surprise pour moi. Je ne suis pas en train de dire que ça pourrait être potentiellement le vol de ce repêchage-là, mais écoute, Justin Poirier coche une case très élevée et c'est son instinct de marqueur, c'est son lancer. Puis je pense que quand tu as une qualité, même si tu es assez bas dans les autres aspects de ta game, quand tu as une qualité qui est vraiment haute, mais je pense que ça mérite de te faire repêcher dans les 3 premières rondes. C'est mon opinion. Mais Justin Poirier, 5e ronde, Caroline, c'est une énorme surprise. Et ma dernière observation / déception de ce repêchage-là, mais c'est les non-sélections. En fait, c'est des joueurs que j'avais quand même relativement haut sur ma liste et qui n'ont pas été sélectionnés lors de l'encan 2024. Je commence avec l'attaquant suédois Alexander Zetterberg. Bon, pourquoi il n'a pas été repêché? Puis on a parlé dans nos derniers épisodes. Zetterberg, 5 pieds 8, pour vrai, je pense qu'il est 132 livres. Là. Il doit être listé à 155, là, mais il est vraiment petit. Puis on se l'a dit tantôt, hein, si les équipes aiment de plus en plus les gros joueurs, mais ils vont détester de plus en plus les petits joueurs. Puis tu sais, un Poirier en 5e ronde, un Alexander Zetterberg qui n'est pas repêché. Regardez des tapes de la Suède au dernier U18. Regardez 2 matchs en début de tournoi parce que Zetterberg a été blessé. Le meilleur joueur sur la patinoire suédoise est de loin, c'est Alexander Zetterberg, avec un Linus Eriksson que j'aimais énormément aussi en Suède, mais côté offensif, côté vision du jeu, côté aptitude offensive, Alexander Zetterberg était le meilleur joueur et de loin.
de cette équipe-là. Puis on avait des Lucas Patterson qui étaient là aussi, on avait des Melvin Fernstrom, on avait des Linus Eriksson, on avait des Jack Berglund qui est sorti très tôt. Berglund, un bon joueur que j'aime beaucoup, là, mais qui est sorti, je crois, en deuxième ronde aussi à Ottawa, probablement. Je veux juste aller voir parce que je me rappelle que quand Berglund est sorti, j'ai fait tabarnak. Non, Philadelphie, 51. Mais bon, Berglund fit avec Philly, je peux comprendre. Mais de voir Zetterberg ne même pas être pris en septième ronde, tu prends une chance avec ce joueur-là, ça m'a grandement surpris parce que, tu sais, puis probablement, il y a 32 choix de septième ronde, probablement qu'il y en a 31 qui ne joueront pas dans les nationales parce qu'il manque de talent. Prends-toi un joueur qui a du talent, qui est petit, bon, fais-y manger des épinards comme les Notson, puis il va peut-être prendre 2 pouces. Mais voilà. Le talent offensif de Zetterberg est pour moi exceptionnel et de ne le voir pas être repêché m'a grandement déçu. Mais il est en ce moment au camp de développement du Canadien de Montréal. Les Canadiens l'ont invité à son camp de développement. Donc en ce moment, là, il est en train de tenter d'attirer l'attention de l'organisation du Canadien. Donc je suis content pour lui, mais sa non-sélection m'a grandement déçu. Deuxième non-sélection qui m'a déçu, Thomas Galvas, défenseur tchèque. Dans un ancien podcast, Thomas Galvas, petit défenseur offensif. Dans un dernier podcast, on mettait Kiviario, Galvas puis Cole Hudson un peu dans le même panier comme étant des petits défenseurs offensifs. Puis on a essayé de les départager qui allait sortir avant qui. Bon, c'est sûr que si on parle de petits défenseurs offensifs, on peut parler de Zane Parekh également, mais Parekh est dans une classe à part comparativement à ces trois-là. Bon, voilà. Fait que je peux comprendre que Cole Hudson sort en deuxième ronde. Je peux comprendre que Hudson sort avant Kiviario puis avant Galvas. Je peux comprendre que Kiviario sort quatrième ronde. Je trouve ça extrêmement lointain pour Kiviario, mais je peux comprendre qu'un Kiviario sort avant un Galvas. Mais de voir un Galvas passer les 7 rondes, il y avait beaucoup de joueurs en septième ronde que je ne connaissais pas parce que c'était des overage. Là. Tu vois, le Canadien repêche un défenseur, c'est en 2005, défenseur suédois qui a fait 6 points en national. Moi, Bergqvist, je l'ai vu jouer 2 fois cette année. Là. Puis, je suis meilleur que lui. Tu sais, prends une chance. On dirait que les Canadiens, là, avec leurs 2 choix de 7e ronde, là, je ne sais pas ce qu'ils ont. En tout cas, on reparlera tantôt, là, mais ça me flabbergasté. Prends-moi un Québécois nowhere, juste pour faire plaisir à tes partisans. Mais les 2 choix de 7e ronde du Canadien, là, c'est du dégueulasse, tout craché. Bref, Thomas Galvas, qui n'est pas sélectionné, est pour moi une grande surprise. Et ma plus grande surprise d'une non-sélection en 2024, mais c'est le défenseur des 67 d'Ottawa, Frankie Marelli. Défenseur de 5 pieds 11, 185 livres, mais que j'ai adoré là, toute l'année. Là, je l'ai vu jouer énormément. Il a coté toujours des bonnes notes lors de ses matchs. Bon, pas le plus gros défenseur. Là. C'est sûr que si Marelli était 6 pieds 1, 190 livres, aurait été repêché. C'est malheureux, mais c'est triste de même. Défenseur qui est physique, un défenseur défensif. Je trouve qu'il backait très bien Henry Muse quand Henry Muse portait à l'attaque à Ottawa. Très solide défensivement, donne des bons coups d'épaule. Des fois, il va chercher la mise en échec pour séparer le porteur du disque, mais des fois, il va une bonne mise en échec bien sèche qui donnait du momentum à son équipe. Frankie Marelli, défensivement, coche beaucoup de cases. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas été sélectionné. J'avais une discussion avec un de mes amis avant le show, puis ce qu'il me disait, puis c'était vrai en fait, il disait des défenseurs qui font des jobs comme Marelli, mais il y en avait plusieurs, puis il y en avait beaucoup qui mesuraient 6 pieds 1 et plus également. Je suis d'accord avec ça. Je suis très d'accord, puis c'est probablement la raison pourquoi Frankie Marelli n'a pas été sélectionné. Mais je trouve vraiment que Frankie Marelli le faisait bien. Là. Je trouve vraiment. C'est pas le défenseur qui va flasher offensivement, mais encore une fois, je le dis, tant qu'à prendre Bergqvist en 7e ronde, prends-moi une chance avec Frankie Marelli. Donne-lui 2 ans. Après 2 ans, s'il ne fait pas ton affaire, mais tu ne le signes pas, puis c'est tout. Mais je suis convaincu que Frankie Marelli peut être un défenseur qui va se faire repêcher l'année prochaine comme overage parce qu'il y a eu une progression, une bonne progression cette année, puis il a connu un U18 excellent. Donc, Frankie Marelli, rappelez-vous de ce nom. S'il ne signe pas un contrat après un essai là, cet été, ça n'arrivera pas, là, mais je le vois très bien signer comme se faire repêcher comme overage l'année prochaine. Là. Je suis très confiant de ça, vraiment. Mais Frankie Marelli, ça a été une grosse déception. Pour moi, je l'ai repêché également dans mon repêchage du Canadien. On reviendra plus tard.
Mais voilà. Je vois dans les commentaires que le vol du repêchage a été fait au numéro 38. C'est Ilya Nabokov, gardien de 21 ans, qui a été repêché par l'Avalanche du Colorado, de mémoire. 38 Colorado, yes, début de deuxième ronde, premier gardien sorti. Ouais, puis c'est Jean-René qui dit ça. Jean-René, qui est un expert des gardiens de but, il nous l'avait collé là, il y a quelques semaines, quelques mois, que Ilya Nabokov était le meilleur gardien de cet encan-là. On va lui lever notre chapeau parce que malgré son âge, malgré son âge, 2003, il s'est fait repêcher en début de deuxième ronde, donc chapeau. Puis écoute, à Colorado, de la place devant le but, il y en a de la place. Il y en a de la place. C'est un gardien de 6 pieds, par exemple, c'est pas un gros gardien. Mais voilà, effectivement, ça peut être une très bonne sélection pour l'Avalanche du Colorado. La deuxième portion de ce show-là, l'objectif de faire le draft live en fin de semaine était de faire mon repêchage en même temps que celui du Canadien. L'objectif que j'ai, c'est que dans 4 ans, vous allez regarder le repêchage de Brass, de Street Scout du Canadien. On va prendre le repêchage que le Canadien ont fait et l'objectif, c'est d'avoir un meilleur repêchage que celui du Canadien. Je suis quand même confiant. Pour vrai, je suis quand même confiant. Bien évidemment, quand on fait un repêchage, la journée d'après, la semaine d'après, si on n'est pas confiant, il y a un asti de problème. Mais je suis très content des choix que j'ai faits. Les Canadiens ont connu une bonne première ronde. Pour de vrai, Ivan Demidov, 5e, Michael H, 21e. Pour vrai, c'est une grosse première ronde. Une première ronde qui est plus excitante que la mienne, je vous dirais. Mais je pense que dans les rondes 2 à 7, là, j'ai scoré potentiellement plus qu'eux. Fait ensemble, on va énumérer qui le Canadien a repêché à tel rang, puis je vais vous dire mon choix par après. Puis, on a une vidéo de la première ronde comme preuve, puis le lendemain, on n'était pas live, mais j'inscrivais là, sur notre page Facebook Street Scout mes choix avant celui de Ken Hughes. Donc, voilà. Bon, vous le savez, le premier choix du Canadien a été au choix numéro 5. Là, écoute, moi, Ivan Demidov, numéro 5, c'est un excellent choix. C'est juste, moi, je capote un peu, man. Quand le Canadien, ils font un repêchage, le repêchage finit, puis après ça, tu vas lire les articles, t'es comme, Canadien, on fait un calice de vol, de maintenant. Je lis des articles sur Demidov et Michael Age, et je ne comprends pas. Si on ne connaît pas ça, là, puis on se fie aux articles qu'on a lus, on se questionne pourquoi Demidov n'est pas sorti premier puis Michael H n'est pas sorti deuxième. C'est ridicule ce qu'on lit. T'sais. Mais bon. Celebrini est sorti premier. Lev Shinov est sorti deuxième. Seneca, grosse surprise, est sorti troisième. Kaden Lidstrom est sorti au 4e rang. On est arrivé au 5e, on avait le Canadien. Vous connaissez mon amour pour T.J. Ginla. C'est le joueur que j'ai sélectionné pour le Canadien au rang numéro 5. J'en parle à toutes les shows. T.J. Ginla, qui est un prospect des Rockets de Kelowna, 47 goals cette année, le fils de Jerome. Je trouve que c'est un attaquant qui coche vraiment toutes les cases. Là. Il a un lancer extrêmement rapide, extrêmement puissant, extrêmement précis. C'est un gars qui a des bonnes épaules, même que j'aimerais peut-être ça le voir s'impliquer plus physiquement le long des rampes. Ça va venir, je suis hyper confiant. C'est un joueur qui est très, très, très responsable sur la patinoire, toujours bien positionné, une bonne rapidité, une vitesse d'exécution très, 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 très forte. Donc, moi, c'était vraiment la polyvalence, le fait que T.J. Ginla, c'est un joueur qui est extrêmement complet. C'est ça qui m'a fait tomber en amour avec Ginla. Il n'est pas autant sexy que Ivan Demidov, mais bon, avant d'entendre parler Céline Dion, moi, j'avais pris T.J. Ginla comme choix numéro 5. Céline Dion est arrivée, puis elle a sélectionné le joueur que tout le monde voulait voir, Ivan Demidov. Je n'enlève rien, par exemple. Choix numéro 5, j'avais Ginla. Puis après ça, j'avais Demidov. Ces Ginla t'as pris, c'était Demidov. Jamais Yves Bouillon aussi, par exemple. Mais j'aurais pris Demidov si Ginla avait été pris. Demidov, c'est ça. Probablement, c'est un énorme talent offensif. Il a des mains là, exceptionnelles. Il est quand même fort physiquement. Là. Demidov, Mishkov, moi, je ne suis pas hype sur Mishkov. Là. Je vais peut-être me faire lancer des tomates là, dans quelques mois parce qu'il s'en vient à Philadelphie.
Mais Demidov, pour moi, il est en haut de Mishkov. Il est plus fort physiquement. Il est plus. Même si je trouve que le jeu dans les 3 zones de Demidov est difficile par moment, là, défensivement, je trouve qu'il est quelquefois mal placé. Au moins, il s'implique défensivement. Mishkov, défensivement, c'est un cône orange, là, littéralement. Là. Demidov, dans sa game complète, il est supérieur à Mishkov. Puis même que je trouve que, bon, les mains, Mishkov, il y a des solides mains, là, mais le lancer de Demidov est exceptionnel. Donc, bon, ça reste une très, très bonne sélection du Canadien. Donc, au choix numéro 5, le Canadien a sélectionné Ivan Demidov. Pour ma part, j'avais Tidge Iginla. Le Canadien avait un deuxième choix de première ronde. On se rappelle, le Canadien avait le choix numéro 26, avait transigé au courant de la journée ou bien la veille avec les Kings de Los Angeles pour se monter au choix numéro 21. Donc, bon, les rangs se sont enchaînés. Puis peut-être que j'aurais pu dire dans une autre surprise, un 10e point, la sélection 20e de Cole Eiserman, quand même. Ça, il y a quelque chose d'exceptionnel là-dedans. Là. Cole Eiserman, je le voyais 10e, peut-être 11e, sorti, qui glisse au 20e rang. Ça me saute en tête en ce moment parce que moi, le 21e, je l'écoutais live, le repêchage. Le choix numéro 21 arrivait à grands pas. Puis, si, le 21, j'étais comme, ça se pourrait-tu qu'Eiserman soit disponible? Je suis comme, Chris. Moi, j'avais un choix en tête pour le choix numéro 21. J'étais comme là, si Demidov glisse, si Vegas ne prend pas Demidov, excusez, si Eiserman glisse, si Vegas ne prend pas Eiserman 19, je vais y penser, tabarouette. Oh, Vegas qui pointe Trevor Connolly. OK, shit. Si les Islanders ne prennent pas Eiserman, je change-tu mon choix pour le prendre? Puis là, bon, heureusement, on a vu Andersley appeler le nom de Cole Eiserman au choix numéro 20. Donc, ça m'a apporté au choix numéro 21. Et je suis allé avec la sélection que j'espérais à ce rang-là. Et j'ai nommé le défenseur norvégien Stian Solberg. Un défenseur qui a joué, j'en ai aussi parlé beaucoup dans mes anciens shows, là, dans mes vieux shows, mais un gros défenseur 6 pieds 2 au-dessus de 200 livres qui est extrêmement physique. C'est un joueur qui joue extrêmement durement là, avec son bâton là, en avant de son but. Même si c'est un défenseur qui est parfois indiscipliné là, parce qu'il est bon du bâton. Là, il accroche, mais c'est un défenseur qui est extrêmement physique, qui est extrêmement solide défensivement, puis qui est capable d'appuyer l'attaque à certains moments. Il a une très belle lecture du jeu. Donc, moi, Stian Solberg, 21, je ne voulais pas le laisser passer. Donc, je suis très, très, très content de ma sélection de Stian Solberg au choix numéro 21. Il est sorti au choix numéro 23 par les Ducks d'Anaheim. Donc, mais pendant que je sélectionnais Stian Solberg, le Canadien a repêché l'attaquant du style de Chicago en USHL, Michael H., qui est également là, un excellent choix. Là. Michael H., 6 pieds 1, 190 livres, jouait tout seul là, à Chicago cette saison. Puis il s'est vraiment illustré. Là. C'est un solide joueur. Là. Pour de vrai, là, c'est un solide joueur. Offensivement, la vision du jeu que ce joueur-là a est impressionnante. J'aurais pensé qu'il aurait pu sortir dans un top 20, mais pour ma part, Stian Solberg, je suis très, très, très... J'étais déçu. C'est comme quand les Canadiens ont repêché Demidov 5e, j'étais comme, moi, c'est correct. T'sais, oui, moi, j'ai gagné là, mais je comprends Demidov, je le comprends. Là. Mais 21, Solberg, je trouve que c'est un bon choix. Puis chapeau aux Ducks d'Anaheim de l'avoir pris au 23e choix. Mais je salue quand même la sélection de Michael H. par Ken Hughes. Les Canadiens ont connu vraiment une solide première ronde. Le choix suivant là, du Canadien, mais on se transportait en 3e ronde à la sélection numéro 70. Les Canadiens sont allés avec la famille et ils ont repêché le Finlandais Atos Koivu. Atos Koivu, un autre joueur qui se retrouvait sur ma Hartford list, by the way. Je respecte sa progression cette année. C'est un joueur aussi qui mature physiquement assez rapidement. Là, il est rendu à 6 pieds. Mais c'est un joueur que tu regardes sur la patinoire, puis un peu comme, je ne me rappelle plus de qui je parlais tantôt, Max Plante, c'est que tu cherches, là. Oui, OK, il a un bon coup de patin. OK, ouais, il est petit un peu. Là. Quand il attaque le filet, là, c'est un peu plus dur. Il joue un petit peu plus en périphérie. Il a une bonne vision du jeu, mais rien à envier aux joueurs de son âge. J'avais de la misère à trouver une qualité là, qui allait m'accrocher.
pour Atoskevou. Donc, moi, je trouve il est sur ma Hartford list. Là. C'est peut-être le meilleur joueur sur ma Hartford list, by the way, là, mais je suis encore à l'aise de l'avoir sur ma liste. Donc, j'ai quand même ri un petit peu dans ma barbe là, quand les Canadiens ont appelé son nom. Parce que, bon, en étant sur ma Hartford list, je le savais que de mon côté, j'allais sélectionner un meilleur joueur. Puis, c'est ça. Moi, mon choix numéro 70, mais j'ai opté pour l'attaquant des Rebels de Red Deer. J'en ai parlé tantôt, Oli Josephson. Bon, j'en ai parlé tantôt. Finalement, il est sorti 105. Moi, je l'avais 28e sur ma liste. Je le savais, par exemple, qu'il allait probablement glisser à l'extérieur du top 5, en haut du 50e rang. C'est pas quelqu'un qui était très haut sur les listes. Mais Oli Josephson, je capote ce joueur-là. Je pense qu'il va avoir une carrière dans la Ligue nationale. Un coup de patin, je répète, mais extrêmement puissant. Attaque le filet. C'est pas le joueur qui a le plus de finition. Est-ce que je le projette sur un top 6? En ce moment, la réponse est non. Je le vois sur un troisième trio, mais tu sais, là, qui va t'apporter une intensité, qui travaille de la bonne façon, qui a beaucoup de pros dans son jeu. Donc, pour ma part, j'avais Oli Josephson avant Atoskevou by far. Donc, je suis très content de ma sélection numéro 70. Probablement, tu vas parler à Bobrov. Il va être content d'avoir que vous, mais fuck you, Bobrov. Je suis meilleur que toi. Non, c'est pas vrai. Voilà, donc Atoskevou pour le Canadien 70, Oli Josephson pour ma part. Peu de rangs plus tard, toujours en troisième ronde, mais les Canadiens détenaient la sélection numéro 78 du repêchage 2024. Ils ont opté pour un attaquant canadien. Pour vrai, je le connaissais. Je l'ai vu jouer un petit peu cette année, là, mais Logan Sauer, un attaquant qui a joué en BCHL, connu des bonnes séries, mais il n'y a pas... En tout cas, encore une fois, il n'y a rien d'excitant dans cette sélection-là, mais je ne veux pas me mouiller concernant ce joueur-là parce que, bon, oui, je l'ai vu jouer, mais pas suffisamment pour avoir une évaluation complète sur ce joueur-là. Il joue dans un circuit qui est relativement faible. C'est un bon attaquant two-way qui est relativement intense sur la patinoire, mais bon, il n'y a rien pour écrire à sa mère. Les prochaines années, ils vont nous dire si je me trompe en ce moment ou non, mais je ne crois pas. De mon côté, au 78e rang, mais j'ai opté pour le défenseur des Silver Tips d'Everett, Taryn Smith, défenseur de 6 pieds 1, 187 livres. J'ai beaucoup aimé les joueurs pendant mon année où ce que je les ai vus le plus progresser. Puis Taryn Smith, c'est le cas. C'est un défenseur qui bouge extrêmement bien sur la patinoire. C'est un défenseur qui excelle dans toutes les sphères de la game, sans être le meilleur, là, mais défensivement, qui est très solide. Il a une relance très rapide. Il est très, très fort en transition. Offensivement, va aider ses attaquants, mais il n'est jamais too much. Il y a un lancer de la ligne bleue qui atteint le filet. Bon, pas le lancer le plus puissant, mais patine très bien sur la ligne bleue offensive, trouve les lignes de tir. Donc, moi, Taryn Smith, en troisième ronde, très content qu'il était encore disponible. Taryn Smith qui est sorti en réalité au 79e rang. Ouais, c'est drôle. J'ai repêché 78e. Les Canadiens ont pris Logan Sawyer. Puis 79e, Taryn Smith qui sort où? À Anaheim avec Stian Solberg. Donc, Taryn Smith, 78 de mon côté. La sélection suivante pour les Canadiens de Montréal, mais c'était en quatrième ronde, c'était au choix numéro 102. Les Canadiens ont opté pour le défenseur défensif Owen Protz des Bulldogs de Brentford, qui est un défenseur de 6 pieds 1, 214 livres. C'est un défenseur que j'ai vu jouer cette année. C'est un défenseur qui est violent. Là. Pour vrai, là, c'est un des défenseurs, un des joueurs les plus physiques là, du circuit. Mais point. C'est juste ça. Tu sais, là, c'est un joueur qui a été échangé cette année. Son coup de patin, il est vraiment, vraiment, vraiment déficient. Une première passe correcte, là, mais c'est vraiment ce qui a fait en sorte que le Canadien l'a repêché, mais c'est vraiment l'aspect physique dans sa game. C'est un joueur qui va donner des grosses mises en échec, qui va faire mal à l'adversaire. Un style de joueur qui est de plus en plus, qui revient là, de plus en plus populaire dans la Ligue nationale aujourd'hui. Mais voilà, Owen Protz, quatrième ronde, ils prennent une chance, c'est correct.
Mais moi, bon, je t'en ai parlé un petit peu en avant-show. Moi, je vois le repêchage live rouler. Je suis comme, hey, je suis rendu numéro 102. Écoute, j'ai 2 défenseurs de prix, mais je ne peux pas passer à côté. Et moi, au choix numéro 102, mais j'ai Aaron Kiviariou. Je repêche Aaron Kiviariou au choix numéro 102, le Canadien, en 4e ronde. Pour toutes les raisons que j'ai énumérées tantôt, je prends une chance avec ce défenseur-là. C'est un défenseur qui a un upside offensif très, très grand. J'étais content de le voir. Il a été blessé pratiquement toute l'année. Il est revenu en fin de saison au U18 avec la Finlande. Ça a été évidemment un des meilleurs joueurs de son équipe avec Constant Elenius. La façon qu'il contrôle un avantage numérique est phénoménale et élite, en fait. Là. La façon qu'il contrôle un avantage numérique, c'est pratiquement déjà au niveau de la Ligue nationale. C'est sûr, son gabarit nous amène des points d'interrogation. Bon, c'est son passé de blessure également, mais était en 4e ronde. Qui, en ce moment, en Torrent Protz puis Aaron Kiviariou, a le plus de chances de faire une carrière dans la Ligue nationale, mais c'est de loin Aaron Kiviariou. Donc, encore là, numéro 102, j'étais très heureux, très, très, très heureux. Je l'avais en première ronde. J'étais très heureux d'avoir Aaron Kiviariou dans mes rangs. Donc, voilà pour le numéro 102. On se retrouve au numéro 130. 130. Bon, là, on est rendu en fin de repêchage. On prend des chances. Là, on s'entend. Là, c'est ça. On est rendu loin. Là. Les joueurs que je vais vous énumérer, là, les 10 joueurs de mon repêchage canadien ne joueront pas dans la Ligue nationale. Je vais avoir des bons mots pour eux en ce moment quand même. Mais voilà. Moi, je suis allé un peu audacieux. J'ai pris des chances. Donc, au choix numéro 130, mais le Canadien ont fait une sélection que je trouve intéressante quand même en 5e ronde. Le gros ailier droit, Tyler Thorpe, des Giants de Vancouver, un ailier droit de 6 pieds 4, 212 livres. On voit que les Canadiens sont allés beaucoup pour le gabarit dans ce repêchage-là, un petit peu trop à mon avis, qui est un attaquant des Giants de Vancouver, 44 points en 51 matchs cette saison. C'est un overreach, par exemple. Oui, il est né en août, mais il est né en août 2005. Donc, c'est un joueur qui a été admissible au repêchage l'année dernière, qui n'a pas été sélectionné. Le Canadien en profite pour mettre la main sur ce gros attaquant-là cette année en 5e ronde. C'est un attaquant qui est physique, c'est un attaquant qui a vraiment un puissant lancer. Là. Son lancer est vraiment, vraiment, vraiment puissant, mais encore une fois, sa rapidité est un problème pour lui. Puis sa rapidité m'amène à douter pour sa projection. Tu sais, ça va être dur pour lui de jouer le même style de jeu au prochain niveau s'il n'améliore pas sa vitesse. Mais pour vrai, Tyler Thorpe, c'est un choix qui m'intéresse pour le Canadien. Puis, ouais, je salue Ken Hughes de l'avoir sélectionné. Mais de mon côté, je suis allé avec j'avais 3 défenseurs de prix, 2 attaquants. J'ai pris une chance avec Kiviariou. Je suis rendu au choix numéro 130. Je prends une chance avec Justin Poirier. Je prends une chance. Je suis en 5e ronde, numéro 130. Je prends le meilleur scoreur de la GMQ. 1 point, c'est tout. On va travailler avec lui pour qu'il améliore sa vitesse. On va travailler avec lui pour améliorer ses chances, évidemment, de jouer un jour au prochain niveau. Mais je vous ai énuméré ses statistiques tantôt. Justin Poirier, en finale de la Coupe Memorial, la finale de la Coupe du trophée Gilles Tourteau, la finale de la GMQ, Bécamo, Drummondville, le style de jeu de Drummondville, c'était pas compliqué. On fait tout en notre possible pour restreindre les occasions de marquer à Justin Poirier. Et c'est pour ça que votre Drummondville ont gagné en 4 matchs. Par exemple, j'aurais aimé ça que Justin Poirier apporte d'autres dimensions à son jeu, justement, pour contrer ce système de jeu-là. Bon, chose qu'il n'a pas faite, mais je répète, Justin Poirier, je ne le sélectionne pas en première ronde, je ne le sélectionne pas en 2e ronde. Moi, je le sélectionne peut-être en 3e ronde, mais là, je t'ai rendu au choix numéro 130. Hey, écoute, m'a sauté dessus, m'a prendre une chance. Donc, Justin Poirier au numéro 130 pour mon choix. 4 ans plus tard, le Canadien, toujours en 5e ronde, au choix numéro 134, ont opté pour le gardien letton Mikus Vekvanais. Bon, je ne vous cacherai pas que je ne le connais pas du tout. C'est un gardien de 6 pieds 3, 160 livres.
Qui a joué en Lettonie l'année dernière. Ce qui est intéressant avec ce gardien-là, c'est qu'il va se joindre à l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHGMQ lors de la prochaine saison. Donc, on va pouvoir le regarder jouer un petit peu plus souvent. Donc, les gardiens ont opté pour ce gardien-là. Moi, je n'ai pas pris de gardien dans mon repêchage. J'aime quand même tout le temps d'en prendre un. Mais bon, je trouve qu'avec un Jacob Fowler là, chez le Canadien, je pouvais passer une année sans sélectionner de Cerbère dans cet encan-là. Donc, pendant que les Canadiens ont sélectionné Mikus Vegvanags, je suis allé en République tchèque pour la sélection de Peter Sikora. Aucun lien de parenté avec l'ancien joueur de la Ligue nationale, un joueur de centre de 6 pieds, 174 livres, qui a joué une vingtaine de matchs là, dans la Ligue élite tchèque cette année, qui a joué une très bonne saison là, dans la Ligue junior tchèque. Bon, moi, ce que j'aimerais, Sikora, c'est que, man, prends-toi un billet d'avion le plus rapidement possible, traverse l'océan, viens jouer dans CHL, dans une formation, peu importe dans l'Ouest, en Ontario, à LHMQ. Je ne sais pas s'il est repêché par une formation de la CHL, par exemple, mais j'aime pas le style de jeu en République tchèque, c'est vraiment dur à évaluer. Mais Peter Sikora, au dernier U18, je trouvais que c'était un attaquant qui était très responsable. Ce n'est pas le plus flashy. Là. Au U18, on avait un Adam Binak là, qui faisait écarquiller bien des yeux offensivement pour l'équipe tchèque. Mais Peter Sikora, c'était vraiment le joueur qui allait dans les coins de patinoire, qui allait fighter pour le puck, qui allait recueillir la rondelle pour la remettre à ses coéquipiers. C'est un joueur qui était très responsable défensivement. Donc, Peter Sikora, c'est pas un joueur qui va flasher offensivement au prochain niveau. Mais là, je trouvais que je prenais un peu de chance avec Kiviario et Justin Poirier. Je suis allé, là, ça me prenait un attaquant fiable. Peter Sikora, à ce rang-là, était le plus haut sur ma liste. Donc, voilà. À mon choix numéro 134, j'avais Peter Sikora. Je suis très content de ce choix-là, encore une fois. Là, on s'éloigne. Il nous reste 3 choix. Au choix numéro 166, on est en 6e ronde. Fait qu'on prend des chances en 6e ronde. Le Canadien a opté pour encore un gros joueur de centre de 6 pieds 4, 194 livres. C'est un joueur qui va jouer en BCHL cette année. Là. Il a joué dans un prep school l'année passée. Ben Merrill. Je ne l'ai pas vu jouer assez pour avoir une évaluation complète sur lui lors de la dernière année. Donc, je vais m'abstenir de trop de commentaires à son propos. Là, mais j'avais noté, effectivement, c'est vraiment un gros attaquant. C'est dur à évaluer là, dans un prep school. Jouer... Dean Letourneau arrive en mémoire rapidement. 25e choix des Bruins de Boston. Ça, je ne l'ai pas compris encore, celle-là. Mais bon, il est 6 pieds 7 ans. Les DG, ils bossent des fois. Mais voilà, Ben Merrill, il y a un gros gars, 6 pieds 4, qui a un excellent lancer. Mais je pourrais gager un très gros montant avec qui veut que ce joueur-là ne jouera pas un match à la nationale, à moins qu'il y ait une autre pandémie qui pète quelque part. Là. Et voilà, Ben Merrill pour le Canadien. Et de mon côté, mais j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais je suis allé avec le prospect Frankie Marelli, défenseur des 67 d'Ottawa. Malheureusement, cet arrière-là n'a pas été repêché parmi une équipe. Là, on était rendu en 6e ronde, n'a pas été repêché en 6e et en 7e ronde dans la NHL. Ce qui un peu me déçoit là, de ma sélection, mais j'aime le joueur quand même. Pour vrai, c'est pas nécessairement une sélection à ton année de repêchage qui va t'amener dans la Ligue nationale. Tous les chemins mènent à Rome. Est-ce que je pense que Frankie Marelli va avoir une carrière dans la Ligue nationale? Là, on verra. Mais j'aime le potentiel de ce défenseur-là. Je le vois connaître une grosse saison là, l'année prochaine à Ottawa. Frankie Marelli, un défenseur très fort défensivement, qui fait tout bien sur la patinoire. Là. Pour de vrai, là, c'est un défenseur très responsable. Bon, il n'y a pas de talent offensif, mais j'aimais le voir jouer en duo avec un défenseur qui était plus offensif. Henry Muse, là, en fin d'année, là, il prenait beaucoup plus de chances offensivement qu'en début de saison, chose que je trouvais qu'il ne devait pas faire parce qu'Henry Muse, son talent offensif, il est très limité. Là. Je trouvais qu'il avait plus l'air fou que d'autres choses. Mais bon,
savais qu'il pouvait se porter de plus en plus à la tête parce qu'on avait un Frankie Marelli à l'arrière qui était extrêmement fiable, qui allait bien protéger son territoire. Donc, voilà. S'il n'est pas fait repêcher, va-t-il avoir une invitation dans un camp de développement? Là, je n'ai pas regardé les camps de développement de toutes les équipes, mais je crois encore en ce joueur-là, Frankie Marelli. Bon, on s'en va en 7e ronde. 7e ronde, au choix numéro 210. Le Canadien a mis la main sur l'attaquant russe Makar Kanin. Bon, c'est un overage. Perso, je ne le connais pas du tout. Je l'ai vu jouer un match, je pense, en MHL. Bon, il a joué en MHL, 7 buts, 2 passes, 9 points en 7 matchs. Il a joué en VHL, qui est la deuxième ligue en importance en Russie. Bon, je vois qu'il y a des bonnes statistiques, 27 points en 35 matchs. Puis pour de vrai, c'est des bonnes stats pour un joueur de son âge. Je n'ai pas d'informations à son sujet, mais je pense pas. En tout cas, on verra. 6 pieds, 161 livres, un ailier droit. On va donner le bénéfice du doute. Là, on est rendu en 7e ronde. On prend des chances. Moi, j'ai pris une chance également avec mon choix numéro 210, puis je vous en ai parlé tantôt. Malheureusement, c'est un joueur qui n'a pas été repêché également. Et j'ai nommé Alexander Zellerberg, petit attaquant suédois. Je le vois ici, le 5 pieds 8, 160 livres. Ce qui est intéressant avec Alexander Zellerberg, bon, il a dominé cette année là, en national en Suède. 58 points en 45 matchs, 14 points en 8 matchs en séries éliminatoires. Il a joué 4 rencontres au U18 avec la Suède, a été le meilleur joueur sur la patinoire de son équipe à tous les matchs. Et je vous rappelle, Fernstrom était là, Lucas Patterson était là, Linus Eriksson était là. Puis, tu sais, moi, honnêtement, Zellerberg, je l'aurais pris en 5e ronde, sauf que son gabarit m'amenait, je savais qu'il allait glisser en 7e ronde. Je le savais trop bien. Puis c'est pour ça que je l'ai pris aussi lointain que ça. Puis je savais fortement qu'il y avait des chances qu'il n'allait pas se faire repêcher. Mais en ce moment, il est au camp de développement du Canadien de Montréal. Ça va peut-être être ça, son chemin. Mais j'y souhaite. Son gabarit là, me questionne beaucoup. Mais son talent offensif, qui est exceptionnel de cette façon-là, je suis en 7e ronde, je prends une chance. Je prends une chance tout de suite avec Alexander Zellerberg. Donc, je suis encore très confiant avec ma sélection. Dernière sélection du Canadien de Montréal au repêchage 2024, mais c'était au choix numéro 224. Fait qu'au choix numéro 224, c'est dur parce qu'il reste 224-225. Fait que les Canadiens ont pris le défenseur Rasmus Bergqvist. J'en parle pas, je n'ai parlé tantôt. Il est pas bon. Il est pas bon. Je l'ai vu jouer. C'est un pas bon. C'est un défenseur défensif. 12 points en 36 matchs en national cette année. Voilà. Ça va être la dernière fois que vous allez entendre parler de Rasmus Bergqvist. Bon, de mon côté, mais je le savais qu'à ce rang-là, le joueur que j'allais repêcher, il allait probablement pas être repêché Nietzsche parce qu'il restait seulement 2 choix. Puis je fais mon choix avant celui du Canadien. Moi, j'ai opté pour un overage. Hein. Je critique ça depuis le début, mais je suis allé pour un overage quand même parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et j'ai nommé Ruslan Gazizov, attaquant russe des Knights de London, finaliste de la dernière Coupe Memorial. C'est un 2004, j'en conviens. C'est un attaquant 5-11, 190 livres. 81 points en 63 matchs avec London. 14 points en séries éliminatoires. Il a connu une Coupe Memorial phénoménale. Moi, bon, je prends une chance, évidemment. Là, je ne suis pas en train de dire que mon choix de cette ronde va jouer dans l'année nationale, là, mais Gazizov, j'aimais sa fougue. À la Coupe Memorial, j'aimais la façon qu'il dérangeait l'adversaire. En plus d'avoir un excellent flair offensif, une bonne touche, je trouvais qu'il... j'ai trouvé que ça a été un élément extrêmement important au Knights de London lors de la Coupe Memorial. Là, on avait du gros stock à London. On avait vraiment, vraiment, vraiment du gros stock. Là. Denver Barkey, Easton Cowan, Oliver Bunk, Sam Dickinson, puis en tout cas, whatever. Là, mais Ruslan Gazizov a vraiment tiré son épingle du jeu dans le groupe. Bon, je savais qu'il n'allait pas être repêché. Je répète, là, c'est un attaquant de 20 ans. Mais voilà, moi, je l'aime beaucoup et c'est pour ça que j'ai pris une chance sur Ruslan Gazizov. Donc voilà, c'est ça pour mon repêchage du Canadien. Je répète les choix du tricolore rapidement. Donc le Canadien, Ken Hughes a pris Demidov, Michael H., Atos Koivu, Logan Sauer, Owen Protz, Tyler Thorpe, Mikus Vegvanag, Ben Merrill, Makar Kanin et Rasmus Bergqvist. De mon côté, j'ai pris TJ Ginla, Steven Solberg, Oli Josephson, Taryn Smith, Aaron Kiviyariou, Justin Poirier, Peter Sikora, Frankie Marelli, Alexander Zellerberg et Ruslan Gazizov.
Donc voilà, merci, merci au monde d'avoir été là. Un petit 1h10 en solo, c'est pas la chose la plus facile, mais asti, j'aime ça, parler de scouting. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime ça. J'en parlerai encore pendant 3 heures de temps. Si ça vous tente de nous faire plaisir, allez sur notre page YouTube Street Scout, allez vous abonner, s'il vous plaît. Un petit geste qui vous prend 2 secondes, mais qui nous fait le plus grand bonheur. Même chose sur Spotify. Vous pouvez aller vous abonner sur notre chaîne Street Scout encore une fois. Vous allez télécharger les épisodes du Street Scout Podcast. Vous écoutez ça dans votre char quand que vous êtes sur la route, dans un embouteillage à Montréal, ça s'écoute très bien. Puis si ça vous tente de nous encourager financièrement, mais on a un Patreon, patreon.com/Street Scout. On aime ça faire du scouting, c'est une grosse passion pour nous, mais ça coûte cher. On a une plateforme qui nous permet d'avoir plein d'espoir. Malheureusement, cette plateforme-là coûte 5 à 6 000 $ par année. Donc, tout l'argent qu'on recueille avec notre Patreon, mais on le met sur notre plateforme, puis ça nous permet de diminuer un petit peu notre montant annuel là-dessus. Ça coûte 5 $ par mois, puis on donne du contenu exclusif là, à nos Patreons. Je vous donne un exemple, le repêchage. Bon, oui, on a fait un top 32 ouvert à tous, mais on a donné un top 100 à nos membres Patreon. On met des shift by shift. Là, on va commencer à écrire des articles aussi sur notre plateforme Patreon. Puis si vous avez d'autres idées de contenu que vous voulez qu'on vous partage, mais let's fucking go. Ça serait grandement apprécié. Puis si 5$ pour vous, mais ça vous fait mal, mais vous pouvez me le dire. Abonnez-vous. Puis je vous paye une pinte de lait une fois par mois. Le lait que tu veux, le lait d'avoine, tabarnak, le lait 3,25%, Armand Colis, te paye une pinte de lait par mois, mon chum. Je fais ça parce que je t'aime. Donc voilà, on devrait être de retour. Là, c'est ça. Là, on ferme ce podcast-là. On retourne à notre écran. Le scouting 2025, même s'il a été un peu commencé au U18 dernièrement, mais commence officiellement. On a la Coupe Lincoln Gretzky qui va commencer à la fin du mois. J'ai sorti 120 noms en ce moment d'espoirs qui sont admissibles au repêchage 2025, qui sont potentiellement intéressants. Donc voilà, ça va être fou raide. Si je peux vous mettre la puce à l'oreille sur 5 espoirs en ce moment que j'ai en très haute estime en 2025. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est mon top 5 en ce moment. Je ne suis pas en train de vous dire ça, mais juste pour qu'on se mette un peu la puce à l'oreille. James Higgins, des Américains, joueur de centre phénoménal, probablement le premier choix au prochain repêchage. Il y a un de ses coéquipiers défenseurs que j'aime énormément aussi, Logan Hensler, un défenseur à bon gabarit qui fait tout bien sur la patinoire. Donc, si vous avez la chance de regarder le programme américain cette année, vous allez triper sur ces deux joueurs-là. On a le Canadien Porter Morton et Michael Misa. Les Canadiens, plutôt. Porter Morton, un excellent joueur de hockey, c'est fou. Vous regarderez de ses matchs au U18 avec Gavin McKenna, il a été exceptionnel. Michael Misa, on l'a vu à la Coupe Memorial avec le Spirit de Saginaw, un joueur qui, en plus d'avoir un très grand talent, Michael Misa, c'est un joueur qui a eu le statut de joueur exceptionnel là, en Ontario. En plus d'être très talentueux, c'est un attaquant qui est extrêmement intense. Je l'aime beaucoup. Puis je vous mettrai la puce à l'oreille également sur l'espoir suédois Anton Frondel. Regardez bien ce joueur-là. Là, c'est un joueur qui pourrait se hisser. C'est dur d'en parler. On est en juillet, Colis. Mais Anton Frondel, là, moi, dans 11 mois, repêchage de la Ligue nationale, là, en ce moment, là, ça ne serait pas surprenant qu'il sorte d'un top 3. Donc, voilà. Donc, YouTube, Spotify, si vous voulez nous encourager financièrement, Patreon, je vous aime d'amour. On se voit la semaine prochaine pour le 23e épisode du Street Scout Podcast. Salut la gang.